Et là, un policier nous arrête, il nous emmène au commissariat, etc. C'est parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'autostop en Égypte. Et puis là, au commissariat, je lui explique tout le projet de voyager à travers le monde en stop, de rencontrer les gens. Et en fait, il a complètement retourné sa veste, il nous a ramenés sur la route, il a lui-même arrêté un camion, il nous a fait monter dans le camion et il a dit au camionneur de nous planquer sous des couvertures à chaque barrage de police suivant pour qu'on passe sans problème. Hello, hello, tu écoutes Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent, et je suis Loïc, son créateur. Ma conviction, c'est qu'on a tous en nous une version un peu frappée de nous-mêmes qui ne demande qu'à se réveiller. Ma mission, c'est justement de tendre le micro à des athlètes, des aventurières, des militaires, des forces spéciales, des entrepreneurs, bref, des femmes et des hommes qui ont fait le choix de libérer la leur. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense qu'on a tout à gagner à s'inspirer de personnes qui ont osé suivre leur propre chemin. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs, irréversibles dans ta vie. Tu es prévenu. C'est parti. Eh bien, écoute, bienvenue Sixte au micro des Frappés. Je suis super content de te recevoir sur le podcast pour parler de plein de choses, mais principalement de voyages, d'aventures, d'humanité, je pense, peut-être même un peu de foi et d'aventures au long cours en particulier. Merci beaucoup Loïc. Tu as réalisé quelque chose d'énorme, donc voilà, très content de te recevoir. Merci Loïc, je suis ravi aussi d'être reçu sur ce podcast, Les Frappés. Et je pense qu'on va avoir plein de belles choses sur lesquelles échanger. Yes, absolument. Ce que je te propose pour commencer, c'est de nous expliquer dans les grandes lignes qui tu es, qui est Six, quel a été ton parcours jusqu'à ce jour de 2024, hein, c'est ça, où tu as pris le départ ? Je suis parti en 2022, revenu en 2024. Revenu en 2024. Voilà, yes. C'était le retour. Alors, mon parcours est assez classique pour un Français parisien. J'ai grandi à Paris. Et puis, ensuite, je suis parti faire mes études à Londres, où j'ai étudié l'informatique. Je me suis spécialisé en intelligence artificielle, donc vraiment le sujet du moment, mais pas forcément le sujet que je vais aborder dans cet entretien. Et j'ai bossé un petit peu à Londres et ensuite je suis revenu à Paris. J'ai passé 1 an à Paris. Et pendant cette année, à Paris est né vraiment le désir de partir découvrir le monde, et pas de n'importe quelle manière, de découvrir le monde en autostop. Je pourrais te raconter un petit peu plus comment c'est arrivé. Et voilà. Et donc, le 2 octobre 2022, je suis parti sur les routes, parti du centre de Paris, de Notre-Dame, pour voyager à travers le monde avec l'idée de passer 1 à 2 ans sur les routes et à rencontrer des personnes de tous horizons, toutes cultures, toutes religions, différents métiers, différentes vies et des modes de vie très, très différents. Voilà, pour me confronter un petit peu à l'autre et découvrir l'humain dans ses différentes facettes. J'allais te poser la question, quelles étaient les motivations, tu vois, pour se lancer dans un périple de 60 000 km, 42 pays, 800 conducteurs et hôtes. Qu'est-ce qui a allumé la flamme initialement ? Alors, ce qui a allumé la flamme, c'était le premier voyage que j'ai fait en 2022, donc début 2022. J'avais 2 semaines de congé devant moi et j'ai proposé à un cousin de partir le plus loin possible vers l'Est en 2 semaines. Et au lieu de partir avec sa 4L, on a décidé de partir finalement en autostop, un petit peu parce que la 4L était en panne aussi. et donc je lui ai dit, viens, on part le plus loin possible vers l'Est. Il était au chômage, il avait le temps, il m'a dit oui. Et en 2 semaines, en fait, on s'est retrouvé à Istanbul, enfin en moins de 2 semaines même, au bout de 10 jours. Ouais. Et ça a été une aventure assez dingue, qui nous a complètement sortis de notre quotidien. On vient tous les deux d'un milieu parisien privilégié et avec une routine, on peut dire, dans nos vies. Et en fait, pendant ces 2 semaines, j'ai ressenti une intensité de vie que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et c'était assez dingue, et à travers les rencontres principalement. Alors, il y a aussi un peu des défis qu'on s'est donné, d'aller
d'aller nager dans les canaux de Venise sur le chemin ou ce genre de choses. Et puis, il y a des choses improbables qui nous sont tombées dessus et qui nous ont fait voir des personnes et des cultures, des pays d'une manière à laquelle on s'attendait pas forcément. C'était au moment de la guerre civile en Syrie et on voyait tous les Syriens comme de pauvres réfugiés et en fait on se fait prendre par un Syrien extrêmement riche qui possède plusieurs entreprises, qui nous prend en stop dans les Balkans, qui roule à 200 km/h sur l'autoroute et pendant ce temps-là qui nous sort son deuxième passeport de la Grenade qui lui permet d'aller un peu où il veut et voilà un gars qui avait acheté son passeport un petit pays des Caraïbes pour être libre. Et, euh, et puis même la première nuit, en fait, on n'avait pas d'endroit où dormir, c'était vraiment à l'arrache. On est arrivé dans les Alpes italiennes et là on voit sur Google Maps un endroit où il y a écrit Rifugio, pas loin. On se dit trop bien, un refuge, on va essayer de trouver un abri là-bas. Et en fait, c'était un refuge pour migrants et, euh, et il était minuit, ils avaient encore un peu de place dans un dortoir avec des Gambiens. Et ils nous ont dit, on n'a pas l'habitude d'accueillir des Français, mais bon, on a de la place, on va pas vous laisser dehors en plein hiver. Et on s'est retrouvé là à discuter avec les gars, discuter avec un Afghan notamment, et rencontrer cette personne, découvrir tout son parcours de vie. Lui qui avait fui les talibans, son père s'était fait tuer par les talibans justement. Et donc en fait, ça c'est juste quelques exemples, mais pour montrer à quel point en quelques jours, on peut s'ouvrir complètement à des nouveaux horizons sans même être acteur de tout ça, parce que finalement, ce qui nous a fait vivre de manière très intense, c'était pas ce que nous, on choisissait de faire, c'était vraiment les rencontres qui nous tombaient dessus. Et nous, on était juste dans une position où on se laissait saisir par toutes les rencontres. Voilà. Et au retour de ce voyage qui nous a amenés jusqu'à Istanbul, j'ai un ami qui m'a offert un livre qui s'appelle Le Monde en Stop, 5 années à l'école de Hmm. la vie, d'un Français qui s'appelle Ludovic Hubler et qui, entre 2003 et 2008, a consacré 5 ans de sa vie à ce tour du monde en stop. Et j'ai trouvé ce bouquin complètement fou et très beau aussi. Je me suis dit, en fait, je me suis rien dit. Simplement, au moment où j'ai refermé le livre, pour moi, c'était une évidence que je devais partir sur ses traces pour vivre ne serait-ce qu'un peu de ce qu'il avait vécu. Et Tu l'as rencontré avant de partir toi-même sur les routes? non, je l'ai même pas rencontré. Je l'ai pas rencontré. Je pense que j'ai un naturel plutôt introverti. J'aurais pu provoquer la rencontre, mais je me suis dit je vais aller faire mon truc. Et puis bon, j'avais pas forcément envie de mettre la charrue avant les bœufs et Ouais. et de lui dire ouais je vais faire un tour du monde comme toi quand en fait j'avais fait encore 0 km. Et Mais je te pose la question parce que alors j'ai pas lu ouais, son livre, mais je l'ai croisé il y a une dizaine, plus de 10 ans, je pense, sur un événement qui avait un peu rien à voir, qui était un événement d'entrepreneuriat vers Sophia Antipolis, Antibes, etc. ouais, Et il m'avait marqué, tu vois. Il a été venu partager son parcours, le fait qu'il voilà, il avait fait ce tour du monde en stop en 5 ans. ouais, Et tu vois, son nom m'était resté et je le suis sur les réseaux depuis. Alors, j'ai jamais vraiment engagé la conversation avec lui, mais son discours, je me souviens que enfin, son récit en personne m'avait vraiment chamboulé, tu vois, m'avait donné des idées, fait réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie, parce qu'il était parti assez jeune de mémoire aussi. Hein. oui, ouais, il était parti à 25 ans. Moi, je Ouais, suis parti à voilà. 24 ans, Ouais. donc assez similaire. Et c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Il fait énormément de conférences et son livre a eu un succès fou d'ailleurs. Et pour la petite histoire, ce qui est marrant, je l'ai pas encore rencontré, mais je vais probablement le rencontrer prochainement parce que en rentrant de voyage ensuite, j'ai écrit un livre et j'ai été frappé à la porte de son éditeur. Pour moi, c'était une Ah, manière de excellent. boucler la boucle. Et donc, Géorama, c'est ça? Géorama exactement, où j'ai publié ce livre Au cœur des mondes, qui est sorti il y a environ un mois. Et l'éditeur, en fait, m'a pas mal parlé de lui aussi et m'a un peu décrit le personnage. Donc ça, c'est marrant.
et il va sûrement provoquer la rencontre prochainement. Génial. Ok, donc il y a ce premier voyage à l'autostop jusqu'à Istanbul avec un cousin. Vous rentrez par le train ou Et on est rentré en avion finalement, en avion? Ok. ce qui était un petit peu dommage. Moi, je trouve que ça a toujours une saveur amère de rentrer d'un un grand voyage qui se fait à travers les terres, éventuellement les mers aussi, en avion. Mais là, on était contraint par le Le timing temps. Ouais. et, et au-delà des enjeux écologiques qu'on connaît tous, pour moi, l'avion, c'est aussi une- un mode de transport qui viole un petit peu toute la terre qui est en dessous, ou qui la dénigre d'une certaine manière, et on voit pas la lente évolution des paysages, des cultures, des architectures. Et moi, je trouve ça hyper beau justement dans le voyage d'avoir cette lente progression. Et, et donc voilà, l'avion de ligne pour moi est un mode de transport, mais pas vraiment un mode de voyage. Hmm. Ouais. Entre la lecture du coup du livre de Ludovic et le moment où tu pars, sachant que tu avais fini tes études, tu démarrais dans la vie active, c'est pas forcément une fois qu'on a démarré, tu vois, j'entends souvent des histoires de gens qui à la sortie de leurs études, avant même de se lancer sur le marché, se prennent un break et partent voyager, chose qui est d'ailleurs beaucoup plus courante dans les pays anglo-saxons que chez nous. Mais toi, tu avais commencé à travailler, si je me trompe pas. Oui, Qu'est-ce qui fait que tu passes à l'action et que tu décides de dire non, c'est maintenant que je veux le faire et pas dans 5-10 ans, une fois que j'aurai, tu vas constituer, je sais pas, typiquement rempli les comptes avec le budget qu'il me faut pour 1 à 2 ans de voyage. Pourquoi est-ce que tu es parti à ce moment-là? c'est une très bonne question. En fait, bon, déjà, j'avais déjà un petit peu rempli les comptes. J'avais la chance de travailler en freelance dans l'informatique, ce qui est globalement plutôt bien payé. Je m'embarquais dans un voyage qui coûte très peu. Voyager en autostop, bon, bah, faut payer ses visas, sa nourriture et un logement de temps en temps. Mais il y a rien à payer en termes de transport, globalement. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais malgré tout ça, il faut quand même un coup de pied aux fesses, faut un élément déclencheur, quelque chose pour partir. Et après le voyage dont je parlais jusqu'à Istanbul, en fait, j'avais cette envie de partir qui était née, mais ça aurait pu rester un rêve dans ma tête éternellement sans que je ne le réalise jamais. Mhm. Et, euh, et à cela, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est que très jeune, il y a quelque chose qui m'a fait réaliser que les rêves pouvaient se concrétiser et que c'était pas fait pour forcément rester que dans la tête. Il y a certains rêves qui vont jamais se réaliser et puis il y en a d'autres qui peuvent se réaliser. Et ça c'est une petite anecdote. Euh, Bien avant le voyage, quand j'avais 6 ans seulement, mon grand-père venait de mourir et ma grand-mère nous a demandé à mes frères et sœurs et moi quel était notre rêve. Et mes frères ont dit des conneries du genre avoir un paquet de bonbons. Ils ont eu un paquet de bonbons. Ma sœur a dit aller à Lourdes. Donc ma grand-mère l'a emmenée à Lourdes. Et puis moi j'ai dit aller en Australie. Et, euh, et voilà. Et donc ce jour-là j'ai réalisé à quel point un rêve pouvait être une force pour se mettre en mouvement. Et, Donc et, elle t'a amené et en Australie? elle m'a tout à fait, elle m'a emmené en Australie. Donc mes frères et sœurs étaient verts évidemment. Ça a pris quelques années avant qu'elle m'emmène en Australie et ils me disaient toujours non mais c'est n'importe quoi, elle t'emmènera jamais. Et elle a préféré la liberté à l'égalité, ce qui est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc je suis conscient d'avoir été extrêmement gâté à ce moment-là, mais c'est une Qu'est-ce que histoire un c'est que peu cette folle. grand-mère incroyable? C'est une histoire un peu folle qui m'a fait vraiment réaliser plus tard que voilà, si j'ai des rêves, peu importe à quel point ils sont fous, ils peuvent être réalisés et il faut s'en donner les moyens. Et bon, quand j'étais enfant, c'est ma grand-mère qui m'a offert ce voyage, mais ensuite, voilà, c'était aussi pour moi une histoire de travailler pour pouvoir m'offrir les espaces que je voulais au-delà du travail aussi, de gagner de quoi réaliser un rêve. Et aussi juste l'idée que voilà,
on peut se lancer. Et le déclic, ça a vraiment été ce livre de Ludovic Hubler. Ok. Et sans ce livre, je pense que je ne serais pas parti. Waouh. Ça sera intéressant quand une fois que tu l'auras rencontré en vrai, de lui partager ça. Je Oui. sais pas si tu as prévu de le faire, mais Alors, c'est énorme quand même. Oui, j'ai déjà échangé avec lui quand même sur Internet, donc il est au courant. Mais en vrai, c'est encore plus chouette de partager ce genre de choses. Comment réagissent tes proches? Là, t'en parles avec beaucoup de calme et une certaine forme d'humilité, mais c'est quand même très courageux, tu vois, assez jeune de partir se lancer pour une période aussi longue avec un mode de voyage aussi spécial quand même, ou en tout cas peu commun aujourd'hui pour nous. Oui, la question qu'on m'a le plus posée sur la route, c'est mais qu'est-ce qu'en pense ta mère? Et Ah oui. on pense pas forcément au père, mais on pense beaucoup à la mère pour ce genre de choses. Et en fait, moi, je disais souvent en rigolant, je viens d'une famille de 6 enfants, elle peut se permettre 15% de pertes. Mais dans les faits, mes parents, mes proches sont restés plutôt détendus à l'égard de tout ça, ou en tout cas faisaient attention à pas trop me montrer à quel point ils étaient stressés, sauf vraiment à des moments clés, comme par exemple quand je suis allé en Iran, où voilà, ça c'est quelque chose qui les a vraiment stressés, et on a eu des discussions très très houleuses au téléphone. En revanche, au départ, ils avaient pas si peur que ça. Seulement, je sais que pour mon père, ça a été très dur, parce que pour lui, la valeur travail est extrêmement importante, et partir 1 à 2 ans sur les routes, c'est pas sérieux. Et finalement, petit à petit, en fait, au fil du voyage, il a aussi un peu changé son regard là-dessus, ce qui est quelque chose qui m'a beaucoup touché. L'autostop, donc t'expliquais qu'il y a eu ce voyage déjà jusqu'à Istanbul qui a, de ce que je comprends, validé, en tout cas prévalidé ce format de voyage, puis le livre de Ludovic qui l'a définitivement ancré voilà, comme étant le format que tu voulais toi aussi adopter. Mais enfin, il n'y a pas de mais. Ma question, c'est que moi, je l'ai jamais fait, mais pour avoir interviewé plusieurs personnes qui ont voyagé comme ça, ce qui était assez clair, ce qui ressortait, c'est que finalement, tu dépends, peut-être pas entièrement, mais en très très grande partie de la générosité des autres. Et la question que je me pose, c'est en quoi est-ce que ça change, si ça change quelque chose dans ton rapport aux gens, ça, notamment dans les pays, tu vois, là tu viens d'évoquer l'Iran, mais je sais que tu es aussi allé, enfin voilà, globalement, tu as traversé beaucoup de pays où on n'a pas forcément, on retrouve pas forcément le niveau de vie qu'on a en France. Est-ce que ça change le rapport aux autres de finalement, toi qui es potentiellement les moyens de voyager comme tu l'entends, tu décides de voyager en autostop, qui est un format où voilà, tu as besoin de la générosité de l'autre. Oui, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter au départ. Et il y a vraiment un choix à poser, et une grande humilité à se dire, je vais accepter de dépendre de la générosité des autres. Et cette humilité, je l'ai peut-être pas poussée jusqu'au bout, ou certains diraient pousser le vice jusqu'au bout, dans la mesure où j'essayais de ne pas coûter aux gens. Enfin, je suis pas parti dans un état d'esprit de mendiant. Je suis parti dans un état d'esprit il y a des gens qui voyagent un peu partout sur la terre, qui se déplacent avec leur voiture, leur camion, leur tracteur, leur bateau. Et ben, je vais aller avec eux un peu comme une valise. Ça leur coûtera rien. Je ne vais jamais demander aux gens de m'héberger s'ils n'ont pas proposé par eux-mêmes, ou s'ils sont pas inscrits sur une plateforme type Couchsurfing pour faire ça. Et malgré ça, j'ai dormi 157 nuits chez l'habitant, sans avoir quasiment jamais rien demandé. Et donc, la générosité qu'on rencontre en France, mais dans d'autres pays parfois plus encore, est vraiment exceptionnelle, peut désarçonner. Et il y a effectivement des gens qui étaient parfois très pauvres, qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont nourri plus que de mesure. Mais toutes ces personnes-là, en général, ils trouvaient aussi leur compte d'une certaine manière, parce que
En fait, s'ils m'accueillaient, c'était rarement juste par pitié. En fait, c'était souvent par envie de partager quelque chose ensemble, de partager du temps, de partager une discussion. Il y en avait certains qui se disaient mais c'est dingue, un tour du monde en stop, mais ouais, j'ai envie de faire partie de l'aventure. Et, et donc finalement, le fardeau de dépendre des gens alors que je viens d'un pays et d'un milieu privilégié, sur le long terme, n'a pas été si lourd à porter parce que je mettais des limites Ok. à cette dépendance. Et puis ça m'a ouvert les yeux sur la générosité de certaines cultures, l'hospitalité dont on entend parfois parler, mais quand on le vit, c'est autre chose. Et je suis vraiment parti aussi dans une idée de formation humaine et spirituelle, à me dire, en fait, je vais apprendre aussi des autres comment comment ils pratiquent des actes gratuits, ce qui va les pousser à faire tout ça pour essayer de moi-même devenir meilleur à l'avenir et m'inspirer de ces personnes-là et essayer de mieux accueillir l'autre, quel qu'il soit. Les gens que tu as rencontrés, ils comprenaient ce mode de voyage ou tu as parfois dû, Ah, comme tu viens de le faire là, tu vas expliquer ta démarche, ton approche? il y a eu des quiproquos parfois quand j'étais avec des personnes dans des pays dont je parlais pas la langue, mais dans l'immense majorité, j'expliquais clairement mon approche dès le départ et les gens comprenaient. Et en fait, c'est ça qui les embarquait aussi et qui leur Oui. permettait de m'embarquer, c'est qu'ils adhéraient au projet. Et j'ai eu des situations parfois lunaires où je pense à un gars qui était, c'était en Égypte. J'étais avec un ami et il y a un policier qui nous arrête. On avait été pris en stop par un triporteur. Et là, un policier nous arrête, il nous emmène au commissariat, etc. C'est parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'autostop en Égypte. On n'a pas le droit en général de se balader dans des transports non agréés, quoi, dans des transports privés qui sont pas faits pour les touristes par mesure de sécurité. Et puis là, au commissariat, je lui explique tout le projet de voyager à travers le monde en stop, de rencontrer les gens, creuser les questions de l'altruisme, de la charité, de l'hospitalité dans les différentes cultures. Et en fait, il a complètement retourné sa veste. Il nous a ramenés sur la route. Il a lui-même arrêté un camion. Il nous a fait monter dans le camion. Et il a dit au camionneur de nous planquer sous des couvertures à chaque barrage de police suivant pour qu'on passe sans problème. Et donc ça peut montrer à quel point parfois il y avait des gens qui adhéraient à fond au projet, alors qu'au début on se Ouais. disait merde, il nous met des bâtons dans les roues, il va m'empêcher de mener à bien mon projet, je vais pas pouvoir faire du stop en Égypte et ça va ruiner tout le voyage. Et en fait, et en fait voilà, il y a parfois des très belles rencontres, notamment avec les personnes qui savent désobéir aux ordres par Ouais. humanité et par compréhension d'un projet qui dépasse cette simple rencontre. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'était dans ce voyage, j'ai rencontré plus de 800 hôtes et conducteurs. Et donc c'est quelque chose d'assez dingue, cette chaîne d'altruisme qui se déploie à travers les continents. Et c'est chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui me bloquait, je me disais mais ce serait trop dommage qu'il arrête le projet là, qui est une décision d'une personne qui bloque tout, et notamment avec la police dans des zones un peu tendues. 60 000 kilomètres, 42 pays, on le disait un peu plus tôt. Si tu devais découper ce long périple en grandes phases, ce serait quoi? Géographique peut-être ou temporel? Comment tu structurerais tout ça? Alors, il y a eu deux grandes phases, en fait. Il y a eu une première partie à l'ouest et une deuxième partie à l'est par rapport à la France. Pour la première partie, en fait, je suis parti vers l'Amérique latine en passant par l'Afrique occidentale, Dakar, et puis une transatlantique à la voile. Et là, c'était voilà, une première partie où je, je découvrais un petit peu ce mode de voyage au long cours. Je m'étais pas forcément tellement préparé.
Et dans cette première partie, il y a eu vraiment 2 phases entre l'Afrique occidentale, souvent très accueillante, et puis, l'Amérique latine qui l'était beaucoup moins. Donc je Ah oui, définis pas mal aussi les régions par l'accueil que j'ai pu y trouver. tu t'es créé Hem, un index, l'index accueil Sixte. je pourrais faire, voilà, un dictionnaire des pays en fonction des indices d'accueil, facilité de faire du stop, des marques de voitures rencontrées et de l'hospitalité. Mais, mais j'ai pas encore écrit ce petit dictionnaire. Et ensuite, il y avait la deuxième partie du voyage qui était de l'Inde, donc de Calcutta jusqu'à Paris, et où là vraiment ça a été la partie la plus riche du voyage pour moi, et notamment tout ce qui est Moyen-Orient, tout le monde arabo-musulman, où il y a l'hospitalité qui est une valeur ancrée dans la culture et dans la religion dominante là-bas, et donc ça facilitait énormément les rencontres. C'est-à-dire que j'avais beaucoup moins d'heures d'attente au bord des routes, et les gens dans la discussion s'ouvraient beaucoup plus. Les gens m'invitaient plus facilement chez eux, et c'est dans l'intimité chez les gens qu'on découvre qu'on découvre davantage leur culture. Même si déjà dans les voitures d'Amérique latine, j'ai pu faire connaissance avec une ribambelle de personnes qui m'ont appris plein de choses sur la politique, l'histoire de leur pays, leur vie, les situations économiques, et puis même aussi toutes leurs questions existentielles. Ça, on retrouve ça sur tous les pays. Et où qu'on soit, en fait, quand bien même l'Amérique latine était moins accueillante, parce que les gens ont souvent peur de l'étranger là-bas, comme je voyageais en stop, j'avais un filtre exceptionnel qui faisait que je ne rencontrais que les personnes les plus ouvertes à la rencontre. Mhm. J'attendais peut-être plus longtemps, mais finalement, je finissais toujours par rencontrer une personne souvent exceptionnelle qui était prête à aller au-delà des œillères que pouvait lui mettre sa culture ou les pratiques habituelles dans son pays, et prendre un inconnu en stop. Et ça, c'était merveilleux. Donc j'ai fait, voilà, quels que soient les pays, j'ai fait des belles rencontres. J'ai été accueilli par des gens qui souvent, voilà, me prenaient en stop. Je n'allais pas leur demander directement, comme je disais, de m'héberger, mais souvent au fil de la discussion en stop, ils finissaient par proposer de me loger. Et, et après, bon, il y a des différences culturelles aussi. En fait, en France, si je suis pris en stop par quelqu'un et qu'on s'arrête dans une station essence, chacun va s'acheter son sandwich. Au Moyen-Orient, il en est pas question. Et quand bien même on n'est pas censé s'arrêter dans une station essence parce qu'il n'y a pas de plein à faire, les gens vont s'arrêter pour m'offrir le thé. Je pense au Pakistan, ça en devenait comique parce que sur chaque course de 10 minutes en stop, bah, on s'arrêtait une demi-heure pour prendre le thé. Donc Ouais. j'avançais pas plus vite que dans les autres pays, mais c'était extrêmement sympa, et on prenait vraiment le temps de faire connaissance avec chaque conducteur. Tu as fait de l'avion stop également? Oui, alors ça c'est un des épisodes les plus fous peut-être de ce voyage. Je pense que c'est là où mes hormones, ma dopamine a atteint peut-être les niveaux les plus stratosphériques, parce que ça paraît complètement improbable, impossible même de faire de l'avion stop. Et en fait, c'est assez simple finalement. Je vais pouvoir donner un petit tuto, Donne-nous mais les clés. je pense que c'est même plus simple que de faire du bateau stop. Pour le bateau Ok. stop, j'ai souvent attendu longtemps sur les ports, dans les bureaux des douanes, sur les petites îles des Caraïbes, etc. À Dakar, j'ai attendu un mois pour trouver le bateau pour m'emmener sur Atlantique. Et l'avion stop, ça s'est fait en 20 minutes. C'est-à-dire que j'ai été dans un aérodrome, c'était en Martinique, où il y a l'aéroport et il y a une partie avec les petits coucous et les jets privés. J'ai vu un petit coucou atterrir.
dès que le pilote est sorti de l'aéroport, de l'aérodrome, j'ai été l'aborder et je lui ai dit, bon bah voilà, je fais un tour du monde en stop et je rêve de faire de l'avion stop. Donc ça en revient encore aux rêves qui peuvent être réalisés aussi improbables soient-ils. Je lui ai dit, je rêve de faire de l'avion stop et je suis prêt à partir n'importe où. Donc j'étais assez libre aussi sur les destinations. Je lui ai demandé, est-ce que t'es prêt à m'embarquer avec toi? Et, et en fait, les aviateurs, les pilotes de petits coucous sont souvent des passionnés qui aiment bien partager leur passion. Et donc, je me disais, bon, il y a des chances qu'ils disent oui. En fait, il a dit non. Mais, il m'a dit non, mais j'ai mon pote un peu plus loin, là, tu peux aller lui demander au bar. Il y a peut-être moyen qu'il te dise oui. Je vais voir son pote, qui était un jeune antillais de mon âge, très sympa. Et qui me dit, bah, j'aurais bien pu t'emmener, mais en fait, je décolle dans 20 minutes, donc il aurait fallu que tu aies tes affaires avec toi, donc c'est dommage. Et je lui dis, bah si, j'ai mes sacs avec moi, là, on peut partir quand tu veux. Et donc, 20 minutes après, on se retrouve, on va faire le plein sur le tarmac, et on décolle. Et il m'avait dit, je vais à Canouane. Et en fait, moi, j'avais même pas pris le temps de lui poser la question où était Canouane. Et dans l'avion, je lui dis, au fait, c'est où Canouane? Donc, j'avais aucune idée d'où on partait. Je m'envolais avec un inconnu complet dans un avion dans les Caraïbes qui m'offre ce trajet parce qu'il partait de toute façon et il volait à vide. Et il me dit, ah, c'est une petite île dans les Grenadines, un paradis d'ultra riches. Et je peux te déposer là-bas. Ou alors, si tu veux, je te dépose à Sainte-Lucie parce qu'en fait, je vais ramasser une amie à Canouane pour l'emmener à Sainte-Lucie. Et donc, j'avais même le choix de dans quel pays, sur quelle île je voulais aller. Ce qui est complètement fou. Et, et je suis extrêmement reconnaissant à Alex, ce pilote qui m'a emmené aux Grenadines. Et sachant que ce qui est encore plus dingue dans l'histoire, c'est que de toute façon, il volait à vide et ça lui coûtait rien du tout de m'emmener avec lui. Et je pense que si vous allez sur des aérodromes, vous pouvez assez facilement trouver des pilotes qui seront partants pour vous faire découvrir leur passion et vous emmener. Alors, ce sera peut-être juste un tour dans l'air et pas forcément un voyage d'une destination à l'autre comme j'ai eu la chance de le faire. Mais je pense que c'est vraiment pas si difficile que ça et j'ai eu un peu de chance, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde. Donc n'hésitez Incroyable. pas à aller visiter votre aérodrome le plus proche. Donc, tu as décollé de Martinique, vous êtes posé à Sainte-Lucie, récupéré une amie à lui, puis vous êtes allé C'était dans l'autre sens. En fait, il m'a posé dans à l'autre sens. Canouane. Son ami montait dans l'avion à Canouane et allait à Sainte-Lucie avec lui. D'accord. Et moi, ça m'arrangeait de rester à Canouane finalement. Donc je débarque dans le dans l'aéroport de Canouane et j'étais tout seul quoi. C'était assez marrant. C'est assez improbable d'arriver dans un aéroport international comme ça, tout seul en descendant sur le tarmac sans personne. Et, euh, et voilà, donc une expérience assez marrante. Et comment t'as quitté, du coup, comment t'es reparti ensuite? Et ben après, ça a été assez compliqué parce que, comme je disais, c'est un paradis d'ultra riches où déjà à l'immigration, on me demande au bureau des douanes, on me demande ouais, dans quel hôtel je vais loger. Et c'est une île où il y a que des palaces hors de prix. Et donc, euh, et donc j'ai inventé un petit mytho pour pouvoir rentrer dans le pays en disant je loge dans tel hôtel. Et j'ai planté ma tente sur la plage. Sauf que l'île est toute petite. Le gars du bureau des douanes m'a retrouvé 2 jours après avec ma tente sur la plage. Et donc là, il a commencé à m'emmerder. Et pendant ce temps, je cherchais un bateau pour repartir ou alors un autre avion. J'ai essayé avec l'avion. Je me suis même fait virer de l'aéroport parce que je demandais aux gens qui partaient, mais c'était que des Américains très riches qui repartaient. Il n'y avait pas ou très peu d'avions de ligne qui atterrissaient là-bas. Je sais même pas s'il y en avait. Et donc, les gens repartaient en jet privé aux États-Unis. Et j'ai demandé à quelques personnes qui repartaient en jet aux États-Unis. Il y en a qui voulaient me prendre, mais qui finalement avaient pas de place. Et puis
un gars qui s'est plaint auprès de l'aéroport, donc je me suis fait virer. Et j'ai été donc sur le port, et là j'ai fini par trouver un bateau avec des Français qui allaient sur l'île suivante. Et ensuite j'ai été un peu d'île en île comme ça, dans les Caraïbes, dans des endroits magnifiques. Et ça c'était assez fabuleux, et en même temps pas toujours facile d'être dans une situation un peu de vagabond, de beatnik des mers, quand en fait je me retrouvais sur des îles qui étaient faites que pour les milliardaires. Enfin, j'exagère un peu quand je dis milliardaires. Enfin, il y avait sûrement des milliardaires qui passaient là, mais pas que. Mais finalement, je m'en suis sorti en allant d'île en île, en étant pris par des youtubeurs brésiliens qui étaient ravis d'avoir un autostoppeur à mettre dans leurs vidéos YouTube, parce que ça faisait bien pour leurs Pour vidéos. l'algorithme. Et puis des Françaises en césure qui m'ont embarqué avec elles aussi sur leur bateau. Elles faisaient un tour de l'Atlantique, donc trop sympa. Et, euh, et voilà. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivé en Amérique latine, et où là, ça a été très différent, parce que j'avais tout le continent devant moi, et j'ai ressenti une sensation de liberté immense, en fait, à partir du moment où j'étais sur le continent. J'avais plus besoin d'attendre des jours et des jours pour des bateaux. Il s'agissait uniquement d'attendre quelques heures des voitures. Ça changeait tout de la perspective. Je me sentais presque prisonnier, en fait, sur les îles dans les Caraïbes. Tu es rentré en Amérique latine via quel pays, du coup? Le Venezuela, la Colombie? Via le Guyana. Guyana. Guyana, Ok. j'ai hésité à passer au Venezuela, mais en fait, bref, avant j'étais à Trinité et Tobago, et le Venezuela, c'était quand même très chaud, et j'étais pas prêt à ce moment-là à aller m'aventurer là-bas, et notamment la partie du Venezuela qui est à côté de Trinité, c'est la péninsule de Paria, ou qui en tout cas à l'époque était tenue par des cartels de drogue plutôt que par le gouvernement. Ouais. Donc c'était pas forcément la zone la plus rassurante où m'aventurer. Et je pense que le degré de tolérance au risque que que j'ai a augmenté petit à petit au fil du voyage. Et et plus tard, bon bah je me suis rendu en Iran, en Irak par exemple. Et si j'étais parti vers l'est au début, et que j'avais commencé par aller vers le Moyen-Orient, j'aurais pas osé me rendre dans ces pays-là. Et C'est exactement la question que j'allais te poser. Ouais. ouais, Si ta notion, tu vois, ton rapport à la notion de danger, ou en tout cas de danger, avéré ou pas, mais avait évolué. Donc visiblement, oui. oui, tout à fait. Ça a vraiment évolué, et je pense que ça a évolué aussi parce que dans le cadre de l'autostop, je n'ai pas fait la moindre mauvaise rencontre, dans le sens, je me suis pas retrouvé face à quelqu'un qui m'ait menacé ou quoi. J'ai eu des conducteurs parfois très T'as eu des lourds, rencontres bizarres quand même. bizarres aussi. Effectivement, on pourra l'aborder. Mais, euh, mais j'ai eu finalement que des belles rencontres dans le cadre de l'autostop. J'ai eu des mauvaises rencontres, mais en dehors de l'autostop. Et, euh, et dans chaque pays où on me disait fais attention, ils sont dangereux là-bas, et ça je l'ai pas mal vécu, notamment en passant de l'Inde au Pakistan, où on me disait va pas au Pakistan, c'est un pays dangereux, etc. En fait, à chaque fois, j'avais une bonne surprise de l'autre côté de la frontière. Et, euh, et Où c'est on te disait ah mais tu viens là-bas, ils sont méchants, comment t'as fait? Non, ouais, j'imagine. exactement. Mais de l'autre côté de la frontière, on me disait la même chose, sauf que moi, je pouvais me défendre en disant bah non, j'y ai été, et ils sont pas comme vous le décrivez. Et il y a souvent, enfin, il y a dans énormément de pays, il y a une vraie peur de l'étranger. Et il y a des pays où il y a effectivement plus de risques que d'autres. Je pense pas qu'on soit très bon pour juger à quel point un pays est dangereux, parce que par exemple, un pays comme le Pakistan, on va l'estimer assez dangereux de notre point de vue français, parce que quand il y a des choses qui se passent mal en général là-bas, c'est des attentats terroristes qui font beaucoup de bruit, qui sortent dans les nouvelles, etc. Et on va peut-être juger ça plus dangereux qu'un pays lambda d'Amérique latine, où en fait il y a beaucoup plus de criminalité, Ouais. et où on va voyager beaucoup plus facilement et sans peur. Et moi-même, quand j'allais bon bah
dans les montagnes du nord du Pakistan où il y avait eu un attentat la semaine précédente, j'étais pas rassuré. Et alors que en Amérique latine, où il y avait des bandes qui se baladaient armées de machettes, etc., pour racketter les gens la nuit, ça j'en ai croisé. En fait, j'étais beaucoup moins stressé. C'est étonnant ce paradoxe de la peur de l'étranger, mais de ce que je comprends, l'étranger domestique en réalité, c'est-à-dire ton voisin qui est un peu plus loin que là où tu vas d'habitude, tu vois, au quotidien. Par contre, un accueil exceptionnel pour l'étranger, entre guillemets, le véritable étranger qui n'est pas un étranger domestique. Oui, oui, c'est assez marrant. Il y a des pays où c'est plus flagrant que d'autres, et je pense notamment au Maroc, où en fait les Marocains me prenaient en stop, mais prenaient pas tellement en stop les autres Marocains qui faisaient du stop à côté de moi. Et ça, Ok. c'était assez perturbant, Par peur ou, pas je veux dire, évident. ils te l'ont expliqué ou... Ouais, souvent par peur. Ils se disaient qu'ils pouvaient pas faire confiance aux autres Marocains. Et ça, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Et j'ai trouvé ça assez triste de, de voir, euh, de voir ce phénomène. Et puis, effectivement, bien sûr, des, euh, des Indiens, ils auraient pas voulu prendre un Pakistanais en stop, et peut-être pas non plus un autre Indien. Et finalement, moi, ils me prenaient en stop aux abords de la frontière du Pakistan avec une grande joie. Et je pense que c'est aussi, comme je disais, dans la rencontre, chacun y trouve son compte. Et, Mhm. et en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient peut-être ravis de rencontrer un étranger et qui auraient eu la flemme de prendre en stop quelqu'un qui vient de la ville voisine, où ils se disent qu'ils auront pas grand-chose, pas grand-chose à en apprendre et pas grand-chose à raconter de cette rencontre après. Il y avait plein de gens qui étaient ravis de notre rencontre parce que derrière, c'était quelque chose qu'ils pouvaient raconter. C'est euh, c'est assez amusant ça. T'as été invité à des mariages ou des enterrements ou ce genre d'événements un peu improbables en tant Euh, qu'étranger? alors des enterrements non, mais j'ai été invité à un mariage, oui. J'ai été invité à un mariage indien et ça, c'est marrant parce que c'était un moment où j'étais un peu plus en mode touriste. J'étais avec une amie où on a été voir le Taj Mahal dans la ville d'Agra. Et là, on a logé dans une auberge de jeunesse, donc comme n'importe quel touriste. Et il y avait un gars qui travaillait dans l'auberge de jeunesse qui nous a invités au mariage de son cousin. Et donc on a été au mariage de son cousin et c'était à la fois magnifique et très marrant aussi de pouvoir vivre cette expérience. C'est quelque chose dont on rêvait aussi d'assister à un mariage indien. C'est quelque chose qui est assez mythique, je pense plus encore que les mariages dans d'autres pays. Et c'était incroyable. Enfin, c'est quelque chose qui dure sur plusieurs jours où les deux mariés sont vêtus mais comme un maharaja et sa princesse. Et c'est vraiment fabuleux. Après, c'est beaucoup mise en scène aussi aujourd'hui où bon bah il y avait un vidéaste qui filmait la mariée qui arrivait en dansant, etc. Et puis dès que la vidéo Ah oui. s'arrête, la mariée s'arrête et puis on refait une prise et puis la mariée se remet à danser et tout avec la musique. Euh, c'était euh, c'était assez marrant de voir ça où il y a à la fois un côté très traditionnel et en même temps un aspect très très moderne où Ouais. les réseaux sociaux sont présents, etc. Mais il y a toujours voilà plein de coutumes qui sont respectées entre euh, des échanges de colliers par exemple qui sont faits entre les époux, etc. Et comment ils sont habillés, comment se déroule la cérémonie. Ça c'est assez chouette à voir. Et je n'ai pas vu d'enterrement, mais toujours en Inde. Enfin, si, en fait, c'était un enterrement d'une certaine manière, mais je considère pas ça comme un enterrement parce que moi, j'ai une conception de l'enterrement qui est très différente. Mais en Inde, j'ai été aussi à Varanasi, au bord du Gange, Ah oui. qui est un lieu saint pour les hindous et où ils vont
essayer. Il y en a beaucoup qui veulent mourir là-bas et être brûlés au bord du Gange, avoir leur cadavre brûlé au bord du Gange pour briser le cycle des réincarnations. Et c'est un donc il y a des brasiers funéraires comme dans Game of Thrones où il y a une personne qui est allongée sur ce lit en métal recouverte d'un drap et puis on va allumer une torche au feu sacré de Shiva. Donc il y a un feu là-bas qui brûle apparemment depuis des millénaires. Alors c'est un petit feu qui paye pas de mine, donc on a du mal à croire qu'il s'est pas éteint pendant une averse il y a 1000 ou 2000 ans. Mais c'est très beau en fait. C'est très beau et en même temps terriblement étranger pour nous de voir en fait un cadavre se faire brûler en plein air comme ça avec tout le monde autour qui y assiste et enfin voilà, on voit la peau carbonisée, etc. Et, et les gens qui ont tous un air très résigné autour, souvent, qui, qui n'ont l'air ni vraiment dans la peine, il n'y a pas de pleurs, ni vraiment dans la joie. C'est assez étonnant. Et, et je pense que nous, on est beaucoup plus dans des émotions très fortes, ou en tout cas, on manifeste des émotions plus fortes chez nous dans ces moments-là. Et voilà, il y a aussi des coutumes où le fils de la personne dont on brûle le cadavre, en général, se fait raser la tête à ce moment-là aussi. Donc, il marque quand même vraiment aussi ce départ. Et ça, c'était une expérience assez folle de pouvoir assister à ça. Et ça se fait en public, en fait. C'est vraiment au bord Ouais. du Gange. N'importe qui en est tombé dessus par hasard, quoi. N'importe qui passe là peut tomber là-dessus. Étonnant. Ouais. Étonnant. Ça m'amène à une autre question. Je sais plus où est-ce que je sais. Puisque j'ai la chance d'avoir ton livre entre les mains. Alors malheureusement, Ouais. j'ai pas eu le temps de le finir, mais je me suis absolument régalé et y a des anecdotes parfois, enfin drôles, parfois très étonnantes, comme ce chauffeur iranien. Je crois que c'était en Iran, il me semble. Hein, donc peut-être on parlera. Oui. Mais clairement pas un pays où on s'attend à trouver, être témoin de ce genre de scène. Ouais. Mais bref, avant qu'on rentre dans le détail, je pense que dans ton livre que j'ai lu ça, où t'expliques que t'es parti pour un peu porté par une double foi, tu vois, en Dieu, en l'humanité. Oui. Donc tu disais un peu plus tôt, t'as fait que des belles rencontres, en tout cas sur la partie autostop. T'as eu quelques galères. Je crois que c'est au Costa Rica où t'es tombé malheureusement sur. Oui, je me suis quand même fait agresser par un gars avec une machette, mais pour Ouais, moi, voilà. ça reste l'exception plutôt que la règle. Ok, ça allait être ma question. Et, et donc, en fait, pour moi, c'était évident qu'il y avait des choses comme ça qui allaient arriver dans le voyage. J'étais presque étonné que ça n'arrive pas plus tôt parce que je suis parti en me mettant vraiment à la merci de tous, en me disant, je vais monter dans la Ouais. voiture de tout le monde, peu importe s'il m'inspire confiance ou non. Et finalement, j'ai pas eu de galère donc dans le cadre de l'autostop et c'est en dehors de l'autostop, en dormant sur une plage comme n'importe quel backpacker pourrait le faire, que je me suis fait agresser par un gars avec une machette, ce qui a provoqué d'ailleurs mon retour en France avant la deuxième partie du voyage. Et, et voilà, et donc je veux quand même porter le message que c'est pas ça ce qui compte finalement. Et même cet homme, en fait, je l'ai pas vu comme un méchant pour caricaturer. Ok. J'ai plutôt eu pitié de lui. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais il doit être dans une misère matérielle ou psychologique assez terrible pour se retrouver à devoir agresser un inconnu pour lui prendre son téléphone. Et, et si les gens sont parfois mauvais, c'est avant tout parce qu'ils sont malheureux et et qu'ils n'ont pas le strict minimum dont ils ont besoin. Et donc finalement, j'avais pas mal de pitié, même aussi pour lui, qui allait devoir porter sur sa conscience ces actes-là. Mhm.
et voilà, donc mon message reste que euh, le monde est quand même plus accueillant et plus aimant et clairement moins dangereux que l'image qu'on s'en fait. Et je pense que nous, on vit ça dans une moindre mesure. En Amérique latine, c'est encore plus le cas. S'il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas accueilli, c'était parce qu'ils avaient peur. Et s'ils avaient peur, c'est parce qu'ils regardaient en boucle des, des faits divers, sur TikTok notamment, à la télé parfois aussi. C'est beaucoup plus présent, en fait, les vidéos de faits divers en Amérique latine que chez nous, j'ai Ok. l'impression. Et vraiment, ça va matrixer les gens, ça va, ça va un peu les faire vriller dans le sens, leur faire penser que la mort est au coin de la rue, quoi. Quand, euh, quand oui, il y a de la criminalité, oui, il y a des meurtres, ça arrive, mais quand on regarde d'un point de vue statistique, ça reste extrêmement faible. Et la probabilité de se faire tuer par un inconnu au coin de la rue est extrêmement faible, quel que soit le pays. Hmm. Alors justement, tu disais en introduction que je crois que tu parlais de l'Iran et de l'Irak quand ça a été les pays pour lesquels tu as eu des discussions peut-être un peu plus vives avec tes parents. Toi, tu y as trouvé quoi, notamment en Iran, qui est, je pense, un des pays qui doit être le plus déconseillé par le ministère des Affaires étrangères français. La réalité sur le terrain, ça a été quoi pour toi? Alors, je tiens déjà à préciser que donc j'y étais début 2024 et fin 2023 en Iran. Donc c'était avant la guerre, bien entendu. Je Mhm. pense que la situation est encore à un autre niveau. C'était déjà évidemment complètement en zone rouge pour le ministère des Affaires étrangères, mais c'était avant la guerre. Les manifestations qui avaient suivi la mort de Massa Amini et qui avaient été réprimées très sévèrement par le gouvernement avaient globalement pris fin. Et ça faisait près d'un an qu'il y avait, à ma connaissance, de tout ce que j'ai pu trouver sur Internet, aucun occidental qui avait été arrêté de façon arbitraire. Il y avait eu il y avait une vague d'arrestations au moment des manifestations. Et puis après, ça s'était arrêté. Il y en a eu d'autres depuis quand même, mais c'était une période un petit peu plus calme, on va dire. Et malgré tout, c'était formellement déconseillé. Moi, j'y ai trouvé des merveilles, vraiment. Je suis rentré forcément avec un petit peu d'anxiété et, euh, et je faisais attention à ce que je filmais, aux endroits où j'allais, à ce que je disais aux gens, notamment aux gens que je connaissais pas, vu que de toute façon, en rentrant dans le pays, je connaissais personne. Et je laissais pas mal parler les gens aussi. J'étais là pour écouter. J'ai été très surpris à de nombreux égards et, euh, et j'ai trouvé un pays quand même magnifique au-delà voilà du régime qui est terrible. Un pays avec une architecture de dingue, avec des paysages à couper le souffle. Je pense notamment à l'île d'Ormuz, qui est une merveille géologique, des déserts, des oasis canons, et puis une histoire incroyable qui se reflète dans les monuments, dans les ruines qu'on peut voir aussi à différents endroits, notamment autour de Persépolis. Et puis une population qui m'a vraiment surpris, comme je disais. Le premier camionneur qui m'a pris en stop, donc ça devait être mon deuxième jour en Iran, les premiers mots qu'il me dit en ouvrant sa portière, c'était fuck islam. Et moi, Ok. et moi j'en revenais pas parce qu'en fait, pour moi, c'était un pays où tout le monde était musulman et j'arrivais du Pakistan où tout le monde est musulman, mais plus par choix. Enfin, le Pakistan est gouverné est tenu par un régime militaire avant tout, mais pas militaire plus que théocratique, contrairement à l'Iran. Mais je m'attendais à trouver un peu la même chose en Iran, et en fait, pas du tout. Il y avait énormément de gens. J'ai trouvé ce pays très désislamisé parce que justement, le gouvernement, qui est détesté par beaucoup,
s'appuie sur la religion pour légitimer son pouvoir. Et donc beaucoup de gens font l'amalgame entre cette religion et le gouvernement, en tout cas associent les deux. Et donc, comme ils détestent le gouvernement, ils vont détester cette religion aussi, ou en tout cas s'en éloigner petit à petit. Et donc ça, c'était extrêmement surprenant comme rencontre. Et puis c'était un camionneur kurde qui était extrêmement sympa et qui m'a fait découvrir un petit peu tous les moyens de contourner les restrictions du gouvernement, me partageant son VPN à installer sur mon téléphone, etc., pour pouvoir avoir des communications par WhatsApp. C'est assez drôle. Assez drôle. Il y a plein de sites qui sont bloqués en Iran et d'autres non. J'étais à une période où il y avait Internet dans le pays, mais voilà, ils avaient un blocage partiel en place, donc on pouvait consulter le Figaro, mais pas Libération. Okay. Donc, je sais pas si les mollahs ont quelque chose contre Libé plus que contre le Figaro. Mais grâce à ce camionneur kurde, je pouvais consulter les deux. Et j'aime bien avoir différentes sources de nouvelles. Et donc, je consultais aussi beaucoup le Tehran Times, qui est le journal de propagande officiel, on va dire, qui permettait de savoir, de prendre l'attention un peu du gouvernement et savoir, comme il y avait la guerre à Gaza, savoir à quel point ça chauffait et s'il fallait que je décampe en vitesse ou pas. Voilà. Et puis ensuite, je peux aborder la deuxième rencontre très improbable dans cette même veine, si c'est ça qui t'intéresse. Bah, disons que je t'avoue que je m'attendais absolument pas à lire ça dans ton livre, Oui. encore moins en Iran. Donc, tu vois, je voulais pas forcément faire un zoom là-dessus parce que voilà, encore une fois, tu l'as dit, tu as fait 800 rencontres, donc c'est très anecdotique. Mais c'est vrai elle dénote particulièrement vu le pays où elle s'est produite. Oui, tout à fait, tout à fait. Je peux te dire en quelques mots, mais donc j'étais dans la République islamique d'Iran où la loi religieuse est assez sévère et moi j'avais pris le parti de monter dans toutes les voitures et là il y a une camionnette qui s'arrête en plein milieu de l'Iran. Je me rendais vers Yazd, qui est la ville vraiment au centre de l'Iran. Et là le camionneur, non, c'était une camionnette. Le gars s'arrête. Il me propose de monter à bord et il me dit d'ailleurs je regarde un film, ça te dérange pas si je continue à regarder? Et je lui dis non, pas de souci, fais comme chez toi. Et il regardait donc un film porno au volant. Et bah, déjà, moi j'étais surpris même qu'il ait accès à ça depuis là-bas. Et c'était une situation assez gênante, mais extrêmement absurde et drôle à la fois. Et donc moi j'essayais de regarder la route, lui il regardait pas forcément trop la route. Il était un peu captivé par son téléphone qui était contre le pare-brise. Ça a duré, je pense, encore 10-15 minutes là son film, donc c'était un peu long. Et puis après ça, en fait, il m'a fait des avances, etc. Et Ça aussi est très étonnant. Et c'est extrêmement étonnant, mais je pense aussi que il a pu se permettre de me faire des avances en se disant il est étranger, je prends aucun risque avec lui, c'est peut-être plus voilà, comme l'homosexualité est acceptée dans son pays, etc. Peut-être qu'il y aura une ouverture, etc. Et voilà, mais moi j'en revenais pas de voir ça. Je me disais mais déjà il y a beaucoup de gens où je sentais dans la conversation qu'ils osaient pas du tout dire leur avis sur plein de sujets. Puis il y en avait d'autres à l'inverse qui n'avaient aucun filtre et qui ne respectaient absolument pas les lois du pays ou voilà ce qui est imposé par le gouvernement. Et ça c'était complètement dingue de voir que bon bah finalement même dans un pays comme l'Iran il y a vraiment de tout quoi. Et et donc finalement c'était aussi une forme de prise de conscience et
et je ne regrette pas, même si c'était un moment extrêmement gênant. Je vais pas rentrer dans la manière dont se sont fait les avances, etc. Je ne regrette pas du tout d'être monté dans cette voiture pour pouvoir prendre conscience de ça. Et voilà. Et après, bien sûr, j'ai rencontré plein de personnes tout à fait classiques et certains qui détestaient le gouvernement, d'autres qui l'appréciaient. Ça m'est même arrivé qu'un gars embrasse la tête de l'ayatollah sur le billet de banque que je lui donnais en payant un resto. Euh, donc voilà, il y a vraiment de tout et c'est pas un pays tout noir ou tout blanc. Comme souvent, je pense. Comme souvent. Le fait d'écrire un livre, c'était une évidence pour toi déjà pendant le voyage? C'est venu petit à petit. En fait, j'ai pris des notes tous les soirs pendant le voyage. Et dans des carnets sur ton téléphone, tu faisais ça comment? Ça aurait plus de charme de dire dans des carnets, mais en réalité, c'était sur mon téléphone. C'est quand même vachement plus pratique pour pouvoir noter. Souvent, même quand j'avais des idées qui me passaient par la tête, parce que c'était pas juste raconter ce qui se passe dans le voyage, comme tu peux voir dans le livre, il y a aussi des réflexions. Et donc, c'était noter ces réflexions, noter aussi ce qui m'arrivait. Et parfois, j'étais debout au bord d'une route. Bon, bah, j'avais pas le temps de me poser, de sortir un carnet. Je prenais 3 notes sur mon téléphone. Et le soir, voilà, je détaillais un petit peu plus. Et j'écrivais des polar steps comme beaucoup de personnes en voyage aujourd'hui. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais t'écris très bien, il faudrait que t'écrives un livre, etc. Et déjà, ça m'a motivé pour m'appliquer davantage sur mes notes, sur ce que je partageais aussi en polar steps. Et puis, en fait, en rentrant du voyage, j'ai repris toutes ces notes qui m'ont servi d'aide-mémoire finalement pour écrire un récit d'ensemble sur le voyage. Et donc ça, j'ai vraiment écrit à mon retour. Mais l'idée est venue progressivement et puis même pendant le voyage, il y a des gens qui me disaient mais faut que tu écrives un livre et je veux être mentionné dans le chapitre sur mon pays. Donc voilà, j'ai mentionné un certain nombre de personnes et puis à la fin, il y a la liste d'environ 800 noms de personnes rencontrées au fil du chemin. Ce qui est assez hallucinant. T'aies pu tout noter. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 5 pages? Je sais même plus, pages. Mais ouais, ça fait, ça doit faire, pas loin de 5 pages, je pense. Et encore, il en manque quelques-uns, mais je les ai mis quasiment tous. Je demandais systématiquement aux gens leur prénom. Et parfois, c'était pour une course de 300 mètres et parfois pour 3 jours ensemble dans un camion où on s'arrêtait pour la nuit pour dormir, etc. Donc il y a eu des courses très différentes et puis parfois la rencontre faisait qu'en 5 minutes on avait l'impression d'être les meilleurs amis du monde et parfois c'était plus laborieux. Je pense notamment à la transatlantique où j'ai passé 18 jours avec des Danois sur un bateau et à la fin j'avais l'impression de ne pas les connaître du tout. Ah oui. Donc ça c'était assez rude. Et parfois on arrive à se confier très vite et parfois on n'arrive pas à briser la glace. Mais beaucoup de gens se sont confiés en fait. J'avais souvent l'impression d'être un peu un psy à écouter les gens qui regardaient la route, qui me regardaient pas dans les yeux et qui me racontaient leur vie tout en sachant que qu'ils allaient jamais me revoir a priori. Et bon, il y en a certains que j'ai revus, mais la plupart je les reverrai jamais et c'était des rencontres éphémères mais qui avaient quand même toute leur valeur. Le présent a pour moi quand même énormément de valeur même si c'est une rencontre éphémère. Question qu'on a dû déjà te poser plusieurs fois, mais et qui doit pas être facile, dont la réponse doit pas être évidente. S'il y en a une, mais est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui t'a vraiment marqué et dont tu te souviendras le reste de ta vie? Il y en a
Il y en a plusieurs, hein. J'aurais pu citer Alex avec l'avion stop parce que c'est évident que ça sort du lot. Je, Peut-être je plus, tu vois, une réfléchis, ouais. rencontre. Oui, effectivement, je comprends, tu vois, pour Alex, l'avion stop, c'est complètement improbable, mais peut-être plus, du coup, d'un point de vue spirituel ou qui t'a fait reconsidérer peut-être certaines croyances ou a priori que tu pouvais avoir. Tu Oui, vois, oui, peut-être en qui a fait, changé des valeurs ou. il y a, il y a une rencontre qui, qui m'a marqué. C'était au début du voyage, enfin, vers le début, c'était au bout d'un mois de voyage environ, où j'arrive en Mauritanie et je suis accueilli. J'étais avec un ami aussi à ce moment-là. J'ai plusieurs amis qui m'ont rejoint à différents moments pendant le voyage. Et nous sommes accueillis dans une maison dans le désert, dans le Sahara, par quelqu'un qui nous avait pris en stop d'abord et emmené dans sa maison du désert, où il avait une petite palmeraie. Sa maison, c'est très simple, hein, c'est un cube de béton qui fait 2 mètres sur 3 et dans lequel il y a un lit de camp, quelques matelas, une théière et un fusil. Et donc, on sort les matelas, le lit de camp, on les met autour du feu, on fait un feu. Et puis toute la soirée, en fait, on a discuté et on a beaucoup parlé de religion. Et je pense que c'était la première fois de ma vie que je parlais de religion avec un musulman. Moi, je suis chrétien, enfin, catholique, comme pas mal de Français qui ont grandi dans un pays où c'est assez courant. Et, et puis, lui avait grandi dans son pays où tout le monde est musulman quasiment. Et en fait, je trouve qu'on n'échange pas du tout assez avec les personnes d'autres religions. Et j'ai eu des super belles discussions avec lui sur nos foi respectives, ce en quoi on croit, sur ce qui, euh, ce qui diverge entre nous, sur le rôle aussi de l'endroit où on est né, où on a grandi, sur le rôle que ça va avoir dans nos croyances. Et, euh, et c'était vraiment extrêmement beau et c'est là où j'ai compris vraiment que dans ce voyage, au-delà de la découverte d'autres pays, d'autres cultures, il y aurait aussi vraiment la découverte de différentes religions et, euh, et l'idée d'essayer de voir dans chaque religion ce qu'elles ont de beau dans leurs préceptes et qu'il faut cultiver et qu'il faut répandre aussi, qu'on adhère à telle religion ou non. Je pense que il y a du bon à prendre partout. Et donc ça, c'est une soirée qui m'a marqué. Et puis ça avait un charme aussi exceptionnel de se dire, je suis dans le Sahara, là, au coin du feu, au milieu de nulle part, avec ce gars qui n'a pas de titre de propriété, mais qui a juste construit sa maison en béton et qui a mis un cercle de pierre autour pour délimiter son terrain, euh, qui s'est, qui a planté sa palmeraie. C'était magnifique. Ouais. Et C'est lui dont le cousin essayait à tout prix de te convaincre qu'il fallait que tu te ouais, convertisses ou quelque chose comme ouais, ça. J'ai un exact. souvenir de. Ouais. Effectivement, effectivement, à côté, il y en avait un autre plus jeune qui essayait de me convertir et qui me disait que bah, la vérité c'est le Coran parce que ça vient directement de Dieu, etc. Et en fait, à partir du moment où la personne considère ça comme une vérité, le fait que le Coran vienne directement de Dieu et considère que bah, il y a rien de négociable dans sa vérité, bah, en fait, ça bloque tout le dialogue. Enfin, après, certaines personnes peuvent considérer avoir, détenir une vérité, mais quand même s'intéresser à l'autre. Lui, bon, bah, il s'intéressait absolument pas à, euh, à ma culture, ma foi, etc. Alors que c'était son grand frère, il me semble. Son grand frère était beaucoup plus ouvert en fait juste à discuter à ce que chacun partage ce qu'il a apporté à l'autre et qu'on s'enrichisse mutuellement et
je trouve que la fermeture d'esprit des personnes qui pensent avoir le monopole de la vérité à l'exclusion de tous les autres est, est terrible, et c'est souvent une grande arrogance, parce que, enfin, quand on va en Inde, on se rend compte que t'as 1 milliard d'hindous qui croient quelque chose qui a rien à voir avec ce qu'on croit. Mhm. Euh, Pourquoi est-ce que c'est nous qui aurions raison, eux qui seraient dans l'erreur, et pourquoi pas les musulmans, etc. En fait, on, on se dit, bon ben, je crois dans quelque chose, et, et je vais enraciner ma vie là-dedans, dans ma culture, dans mes croyances, et, et servir aussi tout ce qu'il y a de bon qui peut être porté par ces croyances. Euh, mais pour autant, je vais pas aller menacer les autres parce qu'ils adhèrent pas à mes croyances. Et voilà, donc ça a été vraiment un voyage très tourné aussi, surtout pendant la deuxième partie, de l'Inde jusqu'en France, très tourné sur les religions. En Inde, en fait, où j'ai côtoyé des hindous qui m'ont parlé du karma, du sens que ça a dans la dimension de l'accueil, en fait, qui m'offrait. Des sikhs aussi, dans le nord de l'Inde. Ensuite, des musulmans sunnites au Pakistan, chiites en Iran, euh, des, euh, des yézidis en Irak, des, euh, des chrétiens orthodoxes aussi, au mont Athos et au mont Sinaï. Et, euh, et donc, j'ai eu un panel de différentes religions où j'ai pu aller essayer de trouver un peu ce que je trouvais de plus beau dans chacune. Et ça veut pas dire que pour ma vie, je vais être partagé entre un mélange de 12 religions. Mais, euh, mais en revanche, je pense que chaque peuple et chaque religion a des valeurs dont il faut qu'on s'inspire. Et quand je vois l'hospitalité que j'ai reçue en Irak, où tous les soirs il y avait des gens qui nous ouvraient les portes, où j'avais même pas besoin de lever le pouce pour faire du stop parce que les gens s'arrêtaient. J'étais avec un ami à ce moment-là qui m'a dit, mais c'est un surpeuple, dans le sens, mais dans le sens, ben nous on n'est pas un surpeuple parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qui pratique comme accueil, comme hospitalité. Alors ça peut être tempéré aussi par le fait que bon, bah, pour les Irakiens, ça peut être beaucoup plus facile d'accueillir chez eux parce que souvent c'est leur femme à la maison qui fait tout, et eux, ils passent juste du bon temps avec un invité et ils sont ravis. Euh, mais n'empêche qu'ils accueillent. Et voilà. Et pour revenir juste sur un point auquel je pensais, c'était sur un lieu qui m'a beaucoup marqué dans l'interreligieux, c'était le mont Sinaï, qui est un lieu qui compte pour les chrétiens, les musulmans et les juifs. Au sommet, il y a une chapelle chrétienne et aussi une salle de prière musulmane. J'ai dormi dans la salle de prière Ah oui. musulmane. Euh, j'ai dormi 4 ou 5 fois dans des mosquées pendant mon voyage. En fait, il y a des pays où c'est assez courant là-bas. Ils ont toujours cette tradition de l'accueil du voyageur dans les lieux saints. Et y compris pour dormir en Iran aussi, j'ai dormi dans des mosquées. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que là-bas, donc il y a des pèlerins de différentes religions qui affluent au même endroit. Au pied du mont Sinaï, il y a un des monastères les plus anciens au monde, le monastère Sainte-Catherine, où vivent des moines grecs orthodoxes depuis le 5e siècle, et qui sont 5e ou 6e siècle, et qui ont été sous la protection de Mahomet pendant quand il y a eu la conquête musulmane qui a envahi ces terres. En fait, voilà, ça fait partie de l'Empire byzantin, et puis ensuite ça a été conquis par la conquête musulmane. Ce qui est assez marrant, c'est que ces moines-là, ils ont un document, où ils avaient un document apparemment signé de la main de Mahomet, mais on ne sait pas si c'est un vrai ou un faux, qui leur garantissait
une protection et qui disait à tout musulman qu'il fallait pas les emmerder. Et, euh, et donc ce monastère a pu continuer de subsister pendant des siècles en terre musulmane. Et il y a toujours eu une forme de symbiose entre les bédouins du coin et les moines qui se rendaient des services mutuels. Incroyable. Et donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et aujourd'hui encore, il y a toujours des bédouins qui vivent autour du monastère, qui servent de guide aussi pour les gens qui viennent là en pèlerinage, etc. Et qui ont un peu l'exclusivité pour faire ça. Waouh. Et d'ailleurs, il y a un minaret aussi dans ce monastère. Donc c'est assez étonnant. Et très beau. Et pour moi, c'est un symbole dans un monde qui est souvent divisé par des conflits qui soient géopolitiques d'ordre divers ou religieux. C'est pour moi un assez beau symbole d'espérance que ce lieu. En guise de conclusion, peut-être, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris sur toi après toutes ces rencontres, tous ces pays traversés, ces cultures, ces religions? J'ai appris pas mal de choses, je pense. C'est toujours dur de se décrire soi-même, comment on a pu évoluer. Il y a quelques éléments dont j'ai pris conscience. Je pense à quel point on peut avoir des œillères liées à notre culture, liées au mode de vie qu'on a et qu'ont les gens autour de nous. Et je pense notamment dans notre manière d'accueillir l'autre. Et je parlais tout à l'heure du fait que en France, quand on prend quelqu'un en stop et qu'on s'arrête sur une station essence, chacun prend son sandwich et c'est tout à fait normal. Mais on va même pas penser à proposer à l'autre un sandwich. Et moi, en fait, maintenant, j'ai envie d'être celui qui va penser un peu au-delà de ma culture, où je vais me dire, mais en fait, je vais offrir le gars que je vais prendre en stop, je vais lui offrir le repas avec, comme le font les Pakistanais, comme le font les Irakiens, et on va essayer d'apporter ça un peu dans la culture française, quoi. Donc ça c'est une première chose. Et puis j'ai eu une rencontre assez marquante en Colombie avec un Français qui m'a hébergé et qui lui avait beaucoup baroudé avant et qui m'a dit, il avait pris conscience qu'il y avait 3 choses qui nous freinaient dans la relation à l'autre. C'était souvent la peur, la honte et la flemme. Et que chaque fois qu'il prenait une décision, il allait réfléchir à est-ce que sa décision était guidée par la peur, la honte ou la flemme. Et si c'était le cas, si c'était guidé principalement par une de ces trois raisons, il n'allait pas prendre cette décision, il allait faire le choix inverse. Et en fait, ça m'a vachement parlé. Et c'est un prisme que j'utilise très souvent. Et bien sûr, par exemple, la peur, c'est symptomatique de quelque chose. Donc, il faut aller chercher la racine de la peur. Pourquoi on a peur? Et est-ce qu'on a peur pour une bonne raison ou non? Mais pour moi, c'est un prisme de lecture qui peut changer énormément de décisions en bien dans la vie. De se dire, là, ma décision, je ne veux pas la prendre par peur, par honte ou par flemme, mais je veux avoir des bonnes raisons de la prendre. Ça, c'est quelque chose qui m'a changé. Et une dernière chose qui m'a changé, c'est évidemment les attentes en stop. J'ai fait le compte, j'ai passé, sans compter les bateaux où là j'ai passé des jours et des jours, juste les voitures, j'ai dû passer environ 1000 heures à attendre des voitures. Donc quand je divise ça, j'aime bien diviser ça par une semaine de 35 heures, ça fait ça doit faire environ 30 semaines. Donc quasiment pas très loin d'une année si on exclut les vacances, une année de travail. C'est énorme. Et en fait, ça a développé ma patience. Et donc, je ne vois pas du tout ça comme du temps perdu, parce que j'ai pu aussi réfléchir, penser à plein de choses, à des personnes que j'aime, prier, lire, etc. pendant ces temps d'attente. Mais s'il y a une chose que ça a développé, c'est vraiment ma patience. Parce que pour moi, quelqu'un qui est patient, c'est juste quelqu'un qui a pris l'habitude de patienter. Et je pense que c'est quelque chose qui est très précieux aujourd'hui
où je sens moi-même aussi que je perds souvent ma capacité d'attention à force de passer du temps à zapper du coq à l'âne sur mon téléphone. Mais avoir une patience dans la durée, voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est pas négligeable. Donc ça vaut le coup de prendre le temps de la développer. Et, euh, et à l'origine, j'étais assez impatient. Donc on va voir si le naturel revient au galop. Mais ça fait déjà 2 ans que je suis de retour de voyage. Et il y a beaucoup de choses. Il y a différentes formes de patience aussi, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je sens que j'ai gardé une certaine patience. Quelle est la suite, du coup, pour toi, Sixte? Ou en tout cas, déjà, avant de parler de la suite, qu'est-ce que tu fais depuis ton retour Oui. et qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que je fais depuis mon retour? On me pose souvent la question du retour. Est-ce que tu as réussi à rebondir, à te réintégrer? Parce que quand on part 1 an et demi en voyage, on a souvent peur, ou en tout cas les gens avaient souvent peur pour moi que, que je n'arrive pas à me réintégrer. Et de fait, j'ai repris un CDI où je travaille dans un lieu culturel qui est lié à l'église à Paris et qui est ouvert, c'est un lieu de dialogue entre l'église et la société contemporaine qui s'appelle le Collège des Bernardins. Et c'est aussi un monument historique, donc c'est un lieu magnifique que j'invite tout le monde à visiter. Et donc je travaille là-bas où je m'occupe de la direction des services numériques. Donc c'est de l'informatique et de l'audiovisuel. C'est assez technique et à 1000 lieues de l'autostop sur les routes du monde. Mais c'est assez enrichissant aussi. Et je suis très heureux de pouvoir travailler dans un lieu où j'ai des bonnes relations avec mes collègues. Et je pense que voilà, tout ce que j'ai appris aussi humainement sur les routes, c'est quelque chose qui m'aide dans mon travail aujourd'hui. On me demande souvent si je vais écrire un autre livre, si je vais repartir, voyager, etc. Et je pense que l'écriture comme le voyage ne doivent pas forcément être des caprices, mais plutôt une réponse à un appel. Et je pense que vraiment que j'avais cet appel de partir voyager et cet appel, voire ce besoin de d'écrire au retour. Et aujourd'hui, je n'ai pas un appel très fort pour l'un ou pour l'autre. J'ai des désirs un peu désordonnés de partir en voyage. J'ai envie d'aller explorer tel pays, de retourner dans tel pays, etc. Mais je pense qu'il faut que j'ai la patience aussi d'attendre qu'il y ait un nouvel appel qui se forme pour faire quelque chose qui me corresponde profondément, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans l'écriture, que ce soit peut-être dans le prochain job que j'exercerai après celui-là, parce que je pense qu'on est aussi dans une génération où on reste pas toute notre vie dans le même job en général. Ouais. Et j'ai une curiosité qui me pousse à découvrir souvent des nouvelles choses. Et donc, voilà, j'attends l'appel. Peut-être qu'il viendra jamais. Mais je pense honnêtement qu'il y en aura d'autres. Mais je ne vois pas non plus le voyage comme but en soi. Pour moi, c'est aussi une manière de se former, de se confronter au réel pour, euh, pour revenir plus riche et mieux armé face à la vie. Et face à son quotidien qui peut parfois être encore plus difficile que la découverte perpétuelle de nouveaux espaces et la joie qui s'accompagne, enfin la joie qui vient avec cette découverte permanente. Excellent. Eh bien, écoute, Sixte, un grand merci. C'était passionnant d'en apprendre plus sur ton parcours et puis surtout de rentrer dans les détails de cette grande aventure autour du monde en autostop. C'était absolument génial. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager en guise de conclusion, un dernier message à faire passer? Un dernier message à faire passer, ce serait de ne pas avoir peur, d'avoir le courage, si vous avez des rêves, des, des choses que vous tenez à réaliser, de vous lancer, mais non seulement de vous lancer, mais aussi de persévérer. Parce qu'il y a vraiment 2 formes de courage. Il y a le courage de se dire, allez, je pars. Et puis il y a le courage chaque jour de tenir une fois qu'on s'est
lancer un défi de grande ampleur. Et quel que soit votre défi, je pense que vous en reviendrez grandi et qu'on ne regrette jamais un grand défi qu'on s'est lancé. Excellent. Merci beaucoup Loïc pour ton Merci accueil. Sixte, merci à toi.